Manon Aubry, c'est une boule d'énergie. Hyperactive, elle n'a, paraît-il, pas besoin de beaucoup dormir. En aurait-elle le temps d'ailleurs ? C'est la question que l'on peut se poser quand on la suit sur ce parcours déjà accompli à 30 ans à peine, avec ou sans filtre. Allez, c'est ici que commence votre vie, Manon Aubry. Alors vous avez compris le principe de l'émission, hein, on va passer devant des photos et vous allez nous les commenter une à une pour retracer un petit peu votre parcours. Alors là, on est avant que vous naissiez. Oui, ce que j'allais dire, là, c'est pas tout à fait ma vie. On peut le voir, une photo en noir et blanc. Qu'est-ce qu'on voit là justement ? Voilà, c'est mon grand-père avec sa mère. Ouais, bougez pas. Alors c'est une photo, je sais pas, j'ai pas la date exacte. J'imagine il devait avoir à peu près entre 20 et 30 ans, une vingtaine d'années, je dirais. Et on voit que c'est une photo de l'époque, hein. Mais sa mère a eu beaucoup d'enfants. Mon grand-père, c'est le dernier d'une très grande fratrie. Et donc c'est une femme courageuse parce que quand on est capable de mettre au monde 14 enfants en bonne santé, 14 et qui ont survécu. Elle les a mis au monde à Bonifacio. Tous à Bonifacio. C'est de la famille Poggi là. Voilà, c'est la famille Poggi qui est une grande famille de Bonifacio. Du coup, avec 14 enfants, vous imaginez la génération d'après combien de cousins ça fait. Et donc, quand vous arrivez à ma génération, ça fait vraiment beaucoup de monde. En général, on dit que la moitié de Bonifacio, c'est notre famille. D'ailleurs, le maire de Bonifacio est de notre famille. Et donc, si vous prenez la famille Poggi et vous vous baladez même au cimetière de Bonifacio, vous avez un certain nombre de caveaux qui vous dit la présence de la famille Poggi à Bonifacio. Et la famille Poggi, elle était aussi sur le port. J'aime beaucoup cette photo là. Hein. Une grande partie de ma famille était pêcheur. Donc j'avais beaucoup de cousins pêcheurs, c'est vraiment une famille de la mer. Et une des longues activités, c'était d'aller en mer, de pêcher et de passer un temps fou après à démêler les filets. On va aller derrière, parce qu'il y a quelque chose qui m'a avait interpellé. Voilà, exactement. Ce qui interpelle, c'est ça, Manon. C'est toutes les photos avec mon grand-père. J'avais une relation vraiment très proche avec lui. Il était très fier de dire que c'était lui qui m'avait fait marcher, par exemple. Je faisais partie de ces bébés un peu flemmards qui ne voulaient pas marcher. C'est lui qui a fait mes premiers pas. Et c'est lui aussi qui m'a parlé énormément de politique, qui m'a politisée toute petite. Et c'est lui aussi qui m'a inculqué toute la culture de la Corse, évidemment, mais aussi d'ouverture. C'était quelqu'un de très curieux. Oui, mais à la fois ouvert et à la fois aussi, quand vous avez voulu faire des études sur le continent, il a dit non, viens en Corse, viens travailler en Corse, fais des études en Corse. Il a jamais compris pourquoi. J'étais allée jusqu'à Paris pour faire mes études et il m'a dit tu fais des sciences politiques à Corté, la fac elle est très bien. Oui, papy, la fac elle est très bien à Corté. Et après, quand j'ai travaillé en ONG sur la question de la lutte contre les inégalités, il me disait mais attends, mais les inégalités, il y en a plein en Corse. Pourquoi tu t'embêtes à aller à l'autre bout du monde ? Ici, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que quelque part au fond de lui, il comprenait pas pourquoi j'avais ce besoin d'aller en dehors de la Corse alors qu'il y avait tellement de choses à faire depuis la Corse. Il a essayé de me convaincre toute sa vie du bien fondé d'étudier, de travailler en Corse. Sa vie qu'il a eu longue d'ailleurs, parce que vous l'avez perdu il n'y a pas si longtemps que ça, votre grand-père. Hein. Oui, il est mort il y a tout juste 1 an. C'était juste avant d'ailleurs que je me lance en politique. Ouais. C'était peut-être comme un symbole. Je pense qu'il aurait été très fier que je me lance en politique. Il nous a toujours poussé, toute la famille, à être curieux et à s'intéresser à la vie politique. Et je pense qu'il aurait été, pour lui, ça aurait été quelque part un accomplissement, mais en même temps, on peut dire que quelque part au fond de lui, peut-être il savait que j'allais me lancer en politique et que c'est bon, maintenant il pouvait partir. La relève était là. La politique, on en parlait là aussi. On va y aller. On est avec qui là ? Donc là, c'est ma mère et mon père. Tous les deux sont journalistes, mais syndiqués à la CGT, tous les deux journalistes. Donc c'est 2 manières en fait de se politiser. Un, en discutant de leur engagement personnel à eux. Mais j'ai un grand avantage d'avoir eu des parents journalistes, c'est aussi de parler de l'actualité et donc d'avoir baigné dans l'actualité toute ma vie. Et ça permet une ouverture sur le monde et une sensibilisation en fait à la chose politique qui est très particulière. C'est une chance, je trouve, d'avoir baigné dans cet environnement. Une chance aussi, c'est d'avoir un frère dans la vie. Ouais. Alors moi j'adore cette photo, elle est magnifique. Moi j'adore aussi. Franchement, c'est une de mes photos favorites parce que elle est en grand d'ailleurs chez ma mère. Parce qu'on voit
toute la complicité qu'il y a entre mon frère et moi, qui est mon grand frère. Il est de 3 ans, mon aîné. Et on a grandi vraiment très proches avec des parents divorcés, ma mère qui travaillait énormément. On était toujours collés l'un à l'autre. Ma mère qui rentrait tard le soir et tout. Et c'était vraiment, lui et moi, c'est nos repères dans notre vie. Et je pense que je ne serais pas du tout qui je suis aujourd'hui sans mon frère, qui m'a beaucoup aidée à grandir, à réfléchir, à m'amuser, à tout, quoi. Franchement, mon frère, c'est peut-être la personne la plus précieuse dans ma vie et qui compte aujourd'hui encore beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, votre frère? Vous allez penser que tout ça est prémédité, mais il travaille en ONG aussi, comme moi avant. On ne dit pas trop, on va voir. Ah. Aujourd'hui, il est en ONG. Il travaille dans le secteur associatif sur la question des droits de l'homme et en particulier sur le droit à l'éducation. Ah, d'accord. Et c'est marrant parce qu'on a eu des parcours tous les deux un peu différents, mais on a abouti à faire des choses très similaires au final. Dernière photo de cette partie de l'émission. Alors, une coupure de presse. Ouais. Le lion de mer a trouvé sa petite reine. Entre 6 et 18 ans, vous avez passé pratiquement la moitié de votre vie dans l'eau. En fait, si je calcule tout le temps que j'ai passé, parce que j'avais entraînement tous les soirs, donc j'avais vraiment une vie très rythmée. J'allais à l'école ou au collège, au lycée. Le soir, j'allais à l'entraînement. Je rentrais chez moi, il fallait que je mange, il fallait que je fasse mes devoirs. Et c'est clair que la natation a rythmé ma vie. Et le sport, ça vous donne un cadre de vie qui est hyper important et je pense que je ne serais pas qui je suis aussi sans avoir eu cette activité sportive-là. D'accord, on va voir qui vous êtes justement, parce que là on va vous quitter sur une coupure de presse et dans la pièce qu'on va retrouver tout de suite, on va vous retrouver sur d'autres coupures de presse. Je crois que j'ai ma petite idée sur quoi. On va voir. Allez, venez, c'est par là. Bon Manon, installez-vous. Et comme promis, on vous a quitté sur une coupure de presse et on va vous retrouver. Vous ne serez pas étonnés. Vous faites la une des journaux à l'époque. La une des journaux, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est mes premières mobilisations sociales. C'est comme ça qu'on découvre aussi la politique par la pratique. Question bête, mais là, c'est vos parents qui vous poussent ou c'est vous qui dites bah, spontanément « Ah non, maman ou... Ma mère était plutôt inquiète parce qu'elle voyait que je ratais beaucoup de cours, que je revenais le soir crevée avec plus de voix en général parce que j'avais hurlé dans le mégaphone pendant toute la journée. Mais vous hurliez quoi justement? Parce que vous n'avez pas une vraie culture politique à l'époque, si c'était que dire non à Fillon. On est créatifs. Alors déjà, il y a des slogans qui sont repris, qui sont intergénérationnels. Vous avez une vraie pensée politique ou c'est vraiment c'est les balbutiements quand vous avez comme ça 16-17 ans? Il ne faut pas sous-estimer la capacité politique des jeunes. Et de manière générale, de tout le monde. Je pense qu'on ne fait pas de la politique parce que ça fait 20 ans qu'on est là-dedans, qu'on a une pensée construite. C'est bien tout le problème, c'est que la politique, elle est faite que par ces gens-là. Et en vrai, tous les citoyens devraient faire de la politique, et y compris de manière spontanée. Et moi, c'était mon cas, de manière spontanée. Je veux dire, je voulais pas faire de carrière politique, j'avais pas d'autres envies que de faire reculer le gouvernement sur ces projets-là. Et en l'occurrence, sur le contrat première embauche, c'était une des plus grandes mobilisations de ces dernières dizaines d'années, et on a gagné, parce que les jeunes se sont mobilisés. Et vous pensez aussi à l'avenir, parce que quand on lit bien les articles, entre les lignes, vous dites que vous voulez faire des sciences économiques, vous voulez monter à Paris, dans l'article, et vous voulez faire Sciences Po. Vous le dites, vous l'annoncez là quand vous avez 16 ans. Ouais. Et donc, on vous y retrouve à Sciences Po. Qu'est-ce que vous venez faire à Sciences Po? C'est pas pour vous, Sciences Po, maintenant? J'avais quasiment jamais mis les pieds à Paris. Je débarque là-bas. Vous retrouvez, il y a plein de gens qui se connaissent déjà, qui ont fait les grands lycées parisiens, qui ont fait les prépas. Et puis c'est une culture que j'avais pas, qui était très parisienne et très un peu bourgeoise, etc. Et au début, j'aime pas du tout mes premiers mois à Sciences Po et je donne raison quasiment à mon grand-père, comme ça la boucle est bouclée, qui me disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris? T'as rien à faire là-bas, viens faire tes études à Corté. » Et au final, on fait à la fois des super rencontres, et puis on peut tirer le meilleur des cours de Sciences Po. Alors parfois, on vous enseigne un peu la doxa économique, assez libérale, mais en même temps, on vous donne une chance de toucher à plein de sujets économiques, politiques, sociologiques qui sont hyper intéressants et qui vous permettent de grandir et de mûrir, y compris politiquement. Et donc, tout naturellement,
On vous retrouve là, à la remise des Diplômée. diplômes. Alors, diplômé, c'est la fête, sauf que vous avez, dites-moi si je me trompe, enfin, la réputation d'avoir le master chômage, vous, à Sciences Po. J'ai fait le master affaires internationales. En fait, en arrivant à Sciences Po, d'abord, je voulais faire de la sociologie, qui est le truc vraiment chômage. Et après, je me suis plutôt orientée sur les affaires internationales. J'ai fait un master d'affaires internationales, qui est en effet un des masters les moins cotés à Sciences Po en matière de revenus moyens de sortie. Mais moi, je m'en foutais. Je n'avais pas prévu de gagner 15 000 euros par mois. Et au début, je voulais travailler dans l'humanitaire. Et donc c'était pour moi une passerelle qui était toute trouvée ça permettait de faire du droit international et surtout j'avais la volonté d'essayer de panser des plaies immédiates et très vite je me suis aperçue que dans l'humanitaire on pansait des plaies mais on vous mettait un pansement sur une plaie et au final on s'attaquait pas aux causes profondes de la maladie que sont souvent des systèmes politiques autoritaires, des systèmes économiques injustes, le cœur des inégalités dans ces pays. Et donc, après, je me suis tournée davantage vers les droits de l'homme comme un outil de justice sociale. Et là, en fait, cette photo, c'est en République démocratique du Congo, où j'ai travaillé quasiment 2 ans. Je travaille pour une ONG sur l'impact sur les violations des droits de l'homme des entreprises extractives, donc minières. Là, tout ce qu'il y a dans les appareils électroniques là autour de nous, il y a du cuivre et du cobalt, dont probablement une grande partie vient de la RDC, qui est un des premiers producteurs au monde. Et forcément, l'exploitation de ces ressources naturelles et minières se fait non seulement en violant les droits de l'homme des travailleurs congolais, des gens qui sont expulsés de force de chez eux parce qu'ils sont sur un terrain minier, etc. Et en plus des grandes entreprises multinationales qui ne participent pas à l'effort national et notamment qui ne payent pas leur juste part d'impôts. Et c'est là où j'ai commencé à toucher sur la question comment les entreprises doivent contribuer leur juste part d'impôts. Et c'est comme ça que je me suis attaquée aux causes profondes du sous-développement ou du mal-développement d'un certain nombre de pays d'Afrique. Là, vous êtes pour l'ONG The Carter Center. Ouais. Et vous allez monter encore d'un niveau, justement, dans ce genre d'ONG. On va vous retrouver ici, on écoute un petit peu. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Et donc, moi aujourd'hui, je vais... On vous retrouve où, là? On vous retrouve chez Oxfam, et je travaille sur la lutte contre les inégalités et la lutte contre l'évasion fiscale. Et du coup, là, Oxfam, pendant 4 ans, j'ai travaillé sur des rapports de recherche où on essayait de documenter les inégalités, la responsabilité des entreprises multinationales, les banques qui font de l'évasion fiscale. Donc j'ai écrit un certain nombre de rapports. Et sur cette base, on fait des recommandations qu'on essaie de porter auprès des pouvoirs publics. Donc c'est ça, faire du plaidoyer, donc essayer de changer les lois, d'influencer les directives européennes aussi, et de porter ces messages auprès du grand public. Donc c'est là aussi où j'ai commencé vraiment un travail média plus important, où on explique au grand public les enjeux. Et c'est une façon de faire aussi de la campagne pour dire que les inégalités ne sont pas une fatalité, qu'on peut les combattre, et pour ça, il faut assumer des solutions qui sont politiques. Et vous vous faites un nom, là, puisqu'on voit que vous faites des conférences, vous vous faites de plus en plus connaître, à force d'être en relation avec les médias, ce qui fait que de façon surprenante, j'ai envie de dire, on vous retrouve là. Faire de l'impôt un outil au service de la redistribution des richesses. C'est le message que porte la France insoumise pour les européennes. Ces 3 nouvelles venues de la politique sont toutes originaires de Bonifacio. Manon Aubry a travaillé dans une ONG luttant contre l'évasion fiscale. Faut-il y voir une récupération d'une thématique mise en avant par les Gilets jaunes? Réponse. Vous qui ne vouliez pas faire de politique, vous l'avez dit, là, vous vous êtes engagé, là. Oui, si on m'avait dit, là on est à peine plus d'1 an après, j'y crois toujours pas parce que pour moi ça reste pas mon monde, mais en effet, pour être honnête, moi au début où notamment la France Insoumise m'a approché, déjà j'ai halluciné, j'y ai pas vraiment cru. Et puis je me suis dit non, jamais de la vie quoi. C'est vraiment pas fait pour moi, c'est pas mon monde, et puis j'ai pas envie de faire de la politique. Et je me suis dit je suis plus utile là où je suis, dans le secteur associatif. Et de là, c'est suivi 3 longs mois de réflexion où je me suis posé plusieurs questions. D'abord, cette question de l'utilité. Où est-ce que je suis le plus utile ? Et en même temps, je me suis souvenue de toutes ces fois où j'étais frustrée dans le secteur associatif. On s'est battu pour des mesures de lutte contre l'évasion fiscale des grandes entreprises multinationales, contre les paradis fiscaux. Et au moment du vote,
c'est pas moi qui appuie sur le bouton et vous faites retourner votre vote parce qu'entre-temps, les lobbies, justement, sont passés par là et les mesures vont pas assez loin. Et toute cette frustration que j'ai accumulée, je me dis, en fait... Je peux être un accélérateur, quoi. Et si c'était moi qui appuyais sur le bouton, moi, je serais sûre de mon vote et je suis sûre de ce que je vais voter dans ce sens-là. Et donc, je me suis dit, il faut prendre son courage à deux mains et pourquoi pas y aller avec, y compris parfois ma naïveté que j'assume, mais avec la même combativité et les mêmes idéaux que je portais pour l'ONG Oxfam. Et finalement, c'est une forme de continuité pour moi. Vous voilà donc en campagne, la voie de l'insoumission, Manon Aubry avec Jean-Luc Mélenchon, et ça marche. Ça marche, alors... Ça marche, alors vous êtes contente ou pas contente finalement de ce score ? Évidemment déçue. Déçue parce qu'on aurait aimé davantage, on aurait aimé faire un score plus important et je crois que c'est un secret pour personne. En même temps, je dois dire avec le recul que la campagne a été extrêmement difficile, extrêmement virulente. Moi, j'ai découvert la politique à travers cette campagne et ça a été... très dur, il n'y a pas eu une journée, un média, sans qu'on nous fasse le rapprochement entre nous et le Rassemblement national, comme s'il y avait des convergences, alors que pour moi, c'est mes pires ennemis. C'est une des raisons de mon engagement en politique. Je viens d'une région qui est gangrénée par l'extrême droite. J'ai grandi, baignée par l'extrême droite. On en voit les impacts au quotidien, antisocial, anti-écolo, anti-migrant. Et donc, ça a été une campagne qui a été très dure pour moi. Aussi très dur physiquement parce qu'on dort quasiment pas, vous enchaînez meetings, médias, déplacements. Et au final, on fait un résultat qui est pas à la hauteur de nos espérances, mais qui envoie quand même à Bruxelles 6 députés européens, ce qui est plus que ce que la France Insoumise avait à l'heure actuelle, où on en avait 2. Donc on passe quand même de 2 à 6, et qui ancre notre famille politique dans le paysage européen avec la volonté de porter un véritable message de fond qu'il était parfois difficile à faire percer dans les médias pendant la campagne, parce que l'Europe n'intéressait pas forcément beaucoup. Mais de se dire qu'aujourd'hui, il y a une alternative à l'Europe telle qu'elle nous est présentée. Mais on ne va pas en parler maintenant, justement, de ce que vous dites dans l'hémicycle du côté de Bruxelles, parce que vous êtes effectivement, vous le dites, députée européenne, et depuis que vous êtes députée européenne, on va voir ce que vous y faites là-bas, à Bruxelles. Et c'est là-bas que ça se passe. Venez avec moi dans une autre pièce. Dernière pièce, on arrive à Bruxelles. Bruxelles, c'est là. Et Bruxelles, c'est même face à nous. Ah, vous arrivez décidé, hein. J'aime beaucoup cette photo. J'aime beaucoup, beaucoup. Il faut raconter l'histoire de cette photo, parce qu'elle a un sens particulier. C'est le premier jour où j'arrive au Parlement européen, donc c'est genre 2 jours après les élections. Donc on arrive en bons élèves pour faire nos inscriptions. Et quand j'arrive au Parlement européen, je suis avec mes collègues élus, notamment mon collègue Manuel Bompard, et on va à l'accueil des nouveaux élus. Et donc ils passent avant moi, et la dame de l'accueil me demande si je suis l'assistante de Manuel Bompard. Et donc là, donc forcément, oui, alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir une jeune femme élue, mais non seulement je suis élue, mais en plus j'étais même la tête de liste, donc c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire, évidemment, mais je trouve ça assez représentatif et symptomatique de qui il y a dans ce Parlement européen. Essentiellement, alors c'est domination masculine, évidemment, plutôt âgée. Et donc, j'ai fait cette photo juste après, plus en mode, je viens ici au Parlement européen pour être combative et dites à ces messieurs qu'on peut être une jeune élue députée et prêt à déménager le Parlement. Vous allez même le dire vous-même, la preuve. Monsieur Juncker, comment ne pas commencer ce bilan sans lister l'interminable liste de scandales d'évasion fiscale qui ont émaillé ces dernières années, les Paradise Papers, les Panama Papers et évidemment les LuxLeaks. Vous avez finalement servi les marchés et vous ne manquerez pas à nombre de nos peuples et concitoyens européens. Mais comme nous sommes attachés aux droits sociaux, nous vous souhaitons une excellente retraite. Et pour cela, nous avons pour vous un petit cadeau. Pour retourner dans votre paradis fiscal, vos amis les multinationales que vous avez aidés pendant le LuxLeaks vous souhaitent une joyeuse retraite avec ce cadeau. Merci beaucoup. Ça envoie, là, pour Jean-Claude Juncker. Vous avez envie de bousculer dans cet hémicycle. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que la machinerie administrative, est-ce que
Est-ce que, maintenant que vous y êtes, vous avez quand même une petite expérience, est-ce que, alors je ne vais pas dire que ça sert à quelque chose, mais dites-moi, depuis que vous y êtes. Clairement, ils n'ont pas l'habitude, ça Ouais. c'est sûr. Je dérange, et en plus en étant présidente de groupe, j'ai plus souvent la parole dans l'hémicycle, et c'est vrai que ils n'ont pas l'habitude qu'on vienne ici un peu bousculer l'institution. La plupart sont tranquillement et sagement installés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me suis même prise une sanction de la part du Parlement européen parce que j'ai appelé à la désobéissance civile contre l'inaction en matière climatique. Et pour moi, ça illustre la déconnexion de cette institution européenne avec la réalité, avec les mobilisations sociales et climatiques. Et je me dis que je suis plutôt fière de venir bousculer cette institution et qu'il faut détruire ces murs qui nous parquent dans une espèce de tour d'ivoire là-bas à Bruxelles, au Parlement européen. Et puis ces combats, il faut les mener aussi avec un petit peu de ça. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e épisode de L'Aubry qui court. Cette semaine, une édition un peu spéciale, tournée depuis Helsinki en Finlande, sous un temps très frais et un peu pluvieux, où nous sommes pour nos journées d'études avec notre groupe de la gauche unitaire européenne. On va vous en parler un peu plus en détail, des rencontres que l'on a faites, des discussions que l'on a eues avec nos partenaires finlandais, de l'enjeu climatique dont on a beaucoup parlé, et vous aurez même un coucou de nos députés francophones. Et oui, l'Aubry qui court, la com, il faut aussi informer le grand public sur tout ce que vous faites. Ça, c'est votre super important. formation Oxfam, la com. Oui, mais c'est super important parce qu'on l'a vu pendant la campagne des Européennes, les gens ne comprennent pas l'Union Européenne, on ne sait pas ce qui se passe. On vous envoie, on vote, on vous envoie à Bruxelles, et puis pouf, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Et je pense qu'on a un rôle et une responsabilité d'expliquer les coulisses de l'Union Européenne. Et c'est ça que je fais dans un épisode chaque semaine qu'on a appelé L'Aubry qui court, pour expliquer ce qui s'y passe, pour décortiquer les institutions. On a aussi dans cette vidéo, chaque semaine, un petit court épisode qu'on appelle le coin des lobbies, parce qu'on reçoit énormément de courriers des lobbies qui tentent de nous influencer sur plein de choses, nous dire à quel point les pesticides sont formidables ou des trucs comme ça. Et on s'est dit, au lieu de les jeter à la poubelle, on va en faire une vidéo hebdomadaire où on montre ce qu'on reçoit, qui illustre le poids des lobbies au niveau européen. Et pour le moment, ça marche plutôt bien, et on a pas mal de retours de la part des gens. Et je trouve que c'est une manière de dépoussiérer aussi les institutions européennes. On va passer à cet écran-là, si vous le voulez bien, parce que quand on est élu, la politique c'est ça aussi. C'est les écrans pour soi, c'est d'être au centre de tout. Et là maintenant, c'est votre cas aujourd'hui. Alors on disait tout à l'heure, il n'y a personne qui a envie d'être un homme politique, c'est vrai, mais une fois qu'on y est, il n'y a personne qui a envie de rendre son tablier d'homme politique. Est-ce que ça va être votre cas? J'ai toujours été pour le non-cumul des mandats dans le temps. Ouais. Donc oui, mais ça, c'est tout le monde. Puis une fois qu'on y est, qu'on attire la lumière, c'est difficile après de renoncer à cette vie. Vous savez, à peine 30 ans, je ne me vois pas faire de la politique toute ma vie. Je pense que c'est bien de s'enrichir de ce qu'on fait par ailleurs. Moi, je ne voulais pas faire de la politique. On m'a poussée. J'ai mis 3 mois à réfléchir. C'était un choix difficile. Maintenant, je suis là et je suis là pour me battre. Mais je sais que je reviendrai à ce que je faisais avant, à travailler dans le secteur associatif. Peut-être que je referai de la politique encore après, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le faire avec sincérité, et faire de la politique n'est pas un métier. Et trop souvent, ceux qui en font, ils croient que c'est un métier. Je les vois au Parlement européen, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Ils savent plus ce que c'est un agriculteur, ils savent plus ce que c'est de galérer à finir ses fins de mois. Et ça, voilà, comme disait mon grand-père, il faut se souvenir d'où on vient. D'accord. Cette photo quand même, parce on l'a parlé au début de votre maman. Votre maman, elle était quand même sur la liste des Insoumis. Elle est fière de vous aujourd'hui? Mais ma mère, c'est une forme de fierté corse. On vous pousse toujours plus loin. On ne va pas vous dire que c'est bien, mais d'abord, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ou alors les critiques constructives. Mais en même temps, elle m'a jamais poussée, obligée à faire ça. Et finalement, nos parcours politiques sont assez indépendants, à tel point qu'au début où Jean-Luc Mélenchon m'a fait cette proposition, il ne savait pas que ma mère était sur la liste. Ah oui, effectivement. Vie privée, maintenant. Dernier écran. Ça ne va pas vous étonner. On continue de nager. On continue de nager. On vous a quitté en eau libre. Un ballon. Voilà. Water polo à fond. C'est un grand bol d'air pour moi. Et puis quand vous retrouvez votre équipe, vous ne parlez pas de politique, vous faites autre chose, vous défoulez dans l'eau, vous allez boire des bières après. Water polo n'a pas trop de temps de parler. Mais parler de grand bol d'air, il y a celui-ci aussi que vous n'abandonnez pas. Je pensais que vous l'aviez abandonné. Et en fait, non.
Non, le voyage, Vous avez le j'adore. temps encore de faire de la rando, de voyager? La rando peut-être, le voyage, je sais J'ai pas pris de vacances depuis longtemps. Ça Et- prend pas, c'est pas à ce point chronophage la politique, ça prend tout le temps. Si, ça envahit votre vie. Clairement, ouais. il faut savoir en tracer des Vous frontières. vous attendiez à ça quand même, à ce que ça envahisse autant votre vie, autant votre petit confort, Bah, entre guillemets? En travaillant avant dans le secteur associatif, mon engagement envahissait déjà ma vie. Mon engagement me définit moi. Enfin, je veux dire, je parle avec les mains, je suis hyper engagée, passionnée dans ce que je fais. Et en même temps, j'ai la chance d'avoir un entourage, des amis qui font pas de politique et avec qui je peux partir en week-end, on parle d'autre chose, on fait autre chose. Et ça permet quand même de rester connecté à la vraie vie et ça fait du bien. Je leur dois beaucoup. Et d'ailleurs, c'est eux qui aussi... j'ai fait une lettre d'engagement avant de partir en campagne et qui s'assurent que je respecte mes propres engagements de... Ne pas faire de la politique politicienne, me tenir à ce pourquoi je me suis engagée à l'origine. Et c'est eux qui seront en charge de... Ça, vous avez de vrais amis qui sont capables de vous dire de Ah temps oui, en ils sont temps, capables de attention, m'engueuler. attention, tu dérapes. Ils sont capables de m'engueuler. C'est de vrais amis. Dernière photo, ça vous étonnera pas. On revient à Bonifacio. Avec la famille nombreuse, hein, la moitié de la ville. Alors, là, il n'y a même pas un centième de la famille. Vous revenez souvent. J'essaie de revenir autant que possible. Alors, quand mon grand-père était encore en vie, je revenais au moins 2 à 3 fois par an, voire plus même, pour voir la famille. Évidemment, il reste tout le reste de la famille, donc j'essaie de venir autant que possible. Et surtout, moi, j'adore venir en hiver, le moment où vous avez le bastion, là, juste pour vous. Et pourtant, je connais celui par cœur. J'y suis venue depuis toute petite, je connais les moindres coins de Bonifacio. Et à chaque fois que je viens, j'ai cette espèce d'émerveillement face à la force, finalement, que vous procure ce bastion. Et je trouve que c'est un des plus beaux endroits du monde. Rousseau disait, c'est mon grand-père qui me rappelait tout le temps, cette île étonnera l'Europe et je crois qu'elle va continuer à l'étonner. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, moi, de continuer d'étonner le Parlement européen en continuant de combattre, parce que c'est ça la démocratie finalement. On va finir l'émission avec un petit selfie, si vous le voulez bien. Je suis un peu petite, il faut que je me grandisse. Je vais un petit peu, voilà. Voilà. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et de suivre votre parcours. Maintenant, on va continuer de vous suivre. Merci. Et une prochaine, hein, que ce soit à Bonifacio. Ouais, Bonifacio, je vous fais la bise. Ou ailleurs. Avec, ou peut-être. en ramenant la Corse au Parlement européen. Allez, c'est encore un de vos combats. Au revoir. Merci.